Conte merveilleux, tome 2, de Hans Christian Andersen. La plume et l'encrier. Que de choses dans un encrier, disait quelqu'un qui se trouvait chez un poète. Que de belles choses! Quelle sera la première œuvre qui en sortira? Un admirable ouvrage, sans doute. C'est tout simplement admirable, répondit aussitôt la voix de l'encrier. Tout ce qu'il y a de plus admirable, répéta-t-il, en prenant à témoin la plume et les autres objets placés sur le bureau. Que de choses en moi! On a quelque peine à le concevoir, il est vrai, que je l'ignore moi-même, et que je serais fort embarrassé de dire ce qui en sort quand une plume vient de s'y plonger. Une seule de mes gouttes suffit pour une demi-page, que ne contient pas celle-ci. C'est de moi que naissent toutes les œuvres du maître d'océan. C'est dans moi qu'il puise ces considérations subtiles, ces héros aimables, ces paysages séduisants qui emplissent tant de livres. Je n'y comprends rien, et la nature me laisse absolument indifférent. Mais qu'importe, tout cela n'en a pas moins sa source en moi, et cela me suffit. Vous avez parfaitement raison de vous en contenter, répliqua la plume. Cela prouve que vous ne réfléchissez pas, car si vous aviez le don de la réflexion, vous comprendriez que votre rôle est tout différent de ce que vous le croyez. Vous fournissez la matière qui me sert à rendre visible ce qui vit en moi. Vous ne contenez que de l'encre, l'ami, pas autre chose. C'est moi la plume qui écris. Il n'est pas un homme qui le conteste, et cependant, beaucoup parmi les hommes s'entendent à la poésie autant qu'un vieil encrier. Vous avez le verbe bien haut pour une personne d'aussi peu d'expérience, car vous ne datez guère que d'une semaine, mamie, et vous voici déjà dans un lamentable état. Vous imagineriez-vous par hasard que mes œuvres sont les vôtres? Oh, la belle histoire! Plume d'oie ou plume d'acier, vous êtes toutes les mêmes, et ne valez pas mieux les unes que les autres. À vous le soin machinal de reporter sur le papier ce que je renferme quand l'homme vient me consulter. Que m'empruntera-t-il la prochaine fois? Je serais curieux de le savoir. Pâteau, conclut la plume. Cependant, le poète était dans une vive surexcitation d'esprit lorsqu'il rentra le soir. Il avait assisté à un concert et subi le charme irrésistible d'un incomparable violoniste. Sous le jeu inspiré de l'artiste, l'instrument s'était animé et avait exhalé son âme en débordantes harmonies. Le poète avait cru entendre chanter son propre cœur, chanter avec une voix divine comme en ont parfois des femmes. On eût dit que tout vibrait dans ce violon, les cordes, la chanterelle, la caisse, pour arriver à une plus grande intensité d'expression. Bien que le jeu du virtuose fût d'une science extrême, l'exécution semblait n'être qu'un enfantillage. À peine voyait-on parfois l'archer effleurer les cordes. C'était à donner à chacun l'envie d'en faire autant, avec un violon qui paraissait chanter de lui-même, un archer qui semblait aller tout seul. L'artiste était oublié, lui qui pourtant les faisait ce qu'ils étaient, en faisant passer en eux une parcelle de son génie. Mais le poète se souvenait, et s'asseyant à sa table, il prit sa plume pour écrire ce que lui dictaient ses impressions. Combien ce serait folie à l'archer et au violon de s'enorgueillir de leur mérite. Et cependant nous l'avons, cette folie, nous autres poètes, artistes, inventeurs ou savants. Nous chantons nos louanges, nous sommes fiers de nos œuvres, et nous oublions que nous sommes des instruments dont joue le Créateur. Honneur à lui seul, nous n'avons rien dont nous puissions nous enorgueillir. Sur ce thème, le poète développa une parabole qu'il intitula « L'ouvrier et les instruments ». À bon entendeur, salut, mon cher, dit la plume à l'encrier, après le départ du maître. Vous avez bien compris ce que j'ai écrit et ce qu'il vient de relire tout haut? Naturellement, puisque c'est chez moi que vous êtes venue la chercher, la belle. Je vous conseille de faire votre profit de la leçon, car vous ne péchez pas d'ordinaire par excès de modestie. Mais vous n'avez pas même senti qu'on s'amusait à vos dépens. Vieille cruche, répliqua la plume. Vieux balai, riposta l'encrier. Et chacun d'eux resta convaincu d'avoir réduit son adversaire au silence par des raisons écrasantes. Avec une conviction semblable, on a la conscience tranquille et l'on dort bien. Aussi s'endormirent-ils tous deux du sommeil du juste.
Cependant, le poète ne dormait pas, lui. Les idées se pressaient dans sa tête comme les notes sous l'archet du violoniste, tantôt fraîches et cristallines comme les perles égrenées par les cascades, tantôt impétueuses comme les rafales de la tempête dans la forêt. Il vibrait tout entier sous la main du Maître suprême. Honneur à lui seul. La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui, tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie, que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville, et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais, grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. « Nous allons bien voir ça, » pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois, et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'éder. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, répondit-elle. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'éder, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse, et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. La princesse et le porcher. Il y avait une fois un prince pauvre. Son royaume était tout petit, mais tout de même assez grand pour s'y marier, et justement, il avait le plus grand désir de se marier. Il y avait peut-être un peu de hardiesse à demander à la fille de l'empereur voisin « Veux-tu de moi ?» Il l'osa cependant, car son nom était honorablement connu, même au loin, et 100 princesses auraient accepté, en remerciant. Mais allez donc comprendre celle-ci. Écoutez plutôt. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier miraculeux. Il ne donnait qu'une unique fleur tous les 5 ans, mais c'était une rose d'un parfum si doux qu'à la respirer, on oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Le prince avait aussi un rossignol qui chantait comme si toutes les plus belles mélodies du monde étaient enfermées dans son petit gosier. Cette rose et ce rossignol, il les destinait à la princesse. Tous deux furent donc placés dans 2 grands écrins d'argent et envoyés chez elle. L'empereur les fit apporter devant lui, dans le grand salon où la princesse jouait à la visite avec ses dames d'honneur. Elle n'avait du reste pas d'autre occupation, et lorsqu'elle vit les grandes boîtes contenant les cadeaux, elle applaudit de plaisir. « Si seulement c'était un petit minet, » dit-elle. Mais c'est la merveilleuse rose qui parut. « Comment elle est joliment faite !»
s'écrièrent toutes les dames d'honneur. Elle est plus jolie, surenchérit l'empereur. Elle est la beauté même. Cependant, la princesse la toucha du doigt et fut sur le point de pleurer. Oh, papa, cria-t-elle, quelle horreur! Elle n'est pas artificielle, c'est une vraie. Fi donc, s'exclamèrent toutes ces dames, c'est une vraie. Avant de nous fâcher, regardons ce qu'il y a dans la deuxième boîte, opina l'empereur. Alors le rossignol apparut, et il se mit à chanter si divinement que tout d'abord on ne trouva pas de critique à lui faire. Superbe, charmant, s'écrièrent toutes les dames de la cour, car elles parlaient toutes français, l'une plus mal que l'autre du reste. Comme cet oiseau me rappelle la boîte à musique de notre défunte impératrice, dit un vieux gentilhomme. Mais oui, c'est tout à fait la même manière, la même diction musicale. Eh oui, dit l'empereur, et il se mit à pleurer comme un enfant. Mais au moins, j'espère que ce n'est pas un vrai, dit la princesse. Mais si, c'est un véritable oiseau, affirmèrent ceux qui l'avaient apporté. Ah, alors qu'il s'envole, commanda la princesse, et elle ne voulut pour rien au monde recevoir le prince. Mais lui ne se laissa pas décourager. Il se barbouilla le visage de brun et de noir, enfonça sa casquette sur sa tête et alla frapper là-bas. « Bonjour, empereur, dit-il. Ne pourrais-je pas trouver du travail au château ? » « il y en a tant qui demandent, répondit l'empereur. Mais, écoutez, je cherche un valet pour garder les cochons, car nous en avons beaucoup. Et voilà le prince engagé comme porcher impérial. On lui donna une mauvaise petite chambre à côté de la porcherie, et c'est là qu'il devait se tenir. Cependant, il s'assit et travailla toute la journée. Et le soir, il avait fabriqué une jolie petite marmite garnie de clochettes tout autour. Quand la marmite se mettait à bouillir, les clochettes tintaient et jouaient. Ach, du lieber Augustin, alles ist in. Mais le plus ingénieux était sans doute que si l'on mettait le doigt dans la vapeur de la marmite, on sentait immédiatement quel plat on faisait cuire dans chaque cheminée de la ville. Ça, c'était autre chose qu'une rose. Au cours de sa promenade avec ses dames d'honneur, la princesse vint à passer devant la porcherie, et lorsqu'elle entendit la mélodie, elle s'arrêta, toute contente, car elle aussi savait jouer Ach du lieber Augustin. C'était même le seul air qu'elle sut, et elle le jouait d'un doigt seulement. « C'est l'air que je sais, dit-elle. Ce doit être un porcher bien doué. Entrez, et demandez-lui ce que coûte son instrument. » Une des dames de la cour fut obligée d'y aller, mais elle mit des sabots. « Combien veux-tu pour cette marmite ?» demanda-t-elle. « Je veux 10 baisers de la princesse. »« Grand Dieu !» s'écria la dame. « C'est comme ça, et pas moins, » insista le porcher. « Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ?» demanda la princesse. « Je ne peux vraiment pas le dire, c'est trop affreux. »« Alors, dis-le tout bas. » La dame d'honneur le murmura à l'oreille de la princesse. « Mais il est insolent, » dit celle-ci, et elle s'enfuit immédiatement. Dès qu'elle eut fait un petit bout de chemin, les clochettes se mirent à tinter. « Écoute, » dit la princesse, « va lui demander s'il veut 10 baisers de mes dames d'honneur. »« Oh que non !» répondit le porcher. « 10 baisers de la princesse, où je garde la marmite. »« Que c'est ennuyeux !» dit la princesse. « Alors il faut que vous teniez toutes autour de moi, afin que personne ne puisse me voir. » Les dames d'honneur l'entourèrent en étalant leurs jupes. Le garçon eut 10 baisers, et elle emporta la marmite. Comme on s'amusa au château, toute la soirée et toute la journée, la marmite cuisait. Il n'y avait pas une cheminée de la ville dont on ne sût ce qu'on y préparait, tant chez le chambellan que chez le cordonnier. Les dames d'honneur dansaient et battaient des mains. « Nous savons ceux qui auront du potage sucré, ou bien des crêpes, ou bien encore de la bouillie ou des côtelettes. Comme c'est intéressant !»« Supérieurement intéressant, » dit la grande maîtresse de la cour. « Oui, mais pas un mot à personne, car je suis la fille de l'empereur.
Dieu nous en garde, firent-elles toutes ensemble. Le porcher, c'est-à-dire le prince, mais personne ne se doutait qu'il pût être autre chose qu'un véritable porcher, ne laissa pas passer la journée suivante sans travailler. Il confectionna une crécelle. Lorsqu'on la faisait tourner, résonnaient en grinçant toutes les valses, les galops et les polkas connus depuis la création du monde. « Mais c'est superbe !» dit la princesse lorsqu'elle passa devant la porcherie. « Je n'ai jamais entendu plus merveilleuse improvisation. Écoutez, allez lui demander ce que coûte cet instrument, mais je n'embrasse plus. » « Il veut 100 baisers de la princesse !» affirma la dame d'honneur qui était allée s'enquérir. « Je pense qu'il est fou, » dit la princesse. Et elle s'en fut. Mais après avoir fait un petit bout de chemin, elle s'arrêta. « Il faut encourager les arts, dit-elle. Je suis la fille de l'empereur. Dites-lui que je lui donnerai 10 baisers comme hier. Le reste, mes dames d'honneur s'en chargeront. »« Oh, ça ne nous plaît pas du tout, » dirent ces dernières. « Quelle bêtise, » répliqua la princesse. « Si moi je peux l'embrasser, vous le pouvez aussi. Souvenez-vous que je vous entretiens et vous honore. » Et, encore une fois, la dame d'honneur dut aller s'informer. « 100 baisers de la princesse, a-t-il dit, sinon il garde son bien. Alors mettez-vous devant moi. » Toutes les dames l'entourèrent et l'embrassade commença. « Qu'est-ce que c'est que cet attroupement là-bas près de la porcherie ?» s'écria l'empereur. Il était sur sa terrasse où il se frottait les yeux et mettait ses lunettes. « Mais ce sont les dames de la cour qui font des leurs. Il faut que j'aille voir. » Il releva l'arrière de ses pantoufles qui n'étaient que des souliers dont le contrefort avait lâché. Saperlipopette, comme il se dépêchait. Lorsqu'il arriva dans la cour, il se mit à marcher tout doucement. Les dames d'honneur, occupées à compter les baisers afin que tout se déroule honnêtement, qu'ils n'en reçoivent pas trop, mais pas non plus trop peu, ne remarquèrent pas du tout l'empereur. Il se hissa sur les pointes. « Qu'est-ce que c'est ?» cria-t-il, quand il vit ce qui se passait. Et il leur donna de sa pantoufle un grand coup sur la tête, juste au moment où le porcher recevait le 80e baiser. « Hors d'ici !» cria-t-il, furieux. La princesse et le porcher furent jetés hors de l'empire. Elle pleurait, le porcher grognait, et la pluie tombait à torrents. « Ah, je suis la plus malheureuse des créatures !» gémissait la princesse. « Que n'ai-je accepté ce prince si charmant ? Oh, que je suis malheureuse !» Le porcher se retira derrière un arbre, essuya le noir et le brun de son visage, jeta ses vieux vêtements et s'avança dans ses habits princiers, si charmants que la princesse fit la révérence devant lui. « Je suis venu pour te faire affront, à toi, » dit le garçon. « Tu ne voulais pas d'un prince plein de loyauté. Tu n'appréciais ni la rose, ni le rossignol, mais le porcher, tu voulais bien l'embrasser pour un jouet mécanique. Honte à toi !» Il retourna dans son royaume, ferma la porte, tira le verrou. Quant à elle, elle pouvait bien rester dehors et chanter si elle en avait envie. Ach, du lieber Augustin, alles ist in. Quelque chose. « Il faut que je devienne quelque chose, » disait l'aîné de 5 frères. « Je veux être utile en ce monde. Si humble que soit mon métier, si ce que je fais sert à mes semblables, je serai quelque chose. Je veux me faire briquetier. On ne saurait se passer de briques. Je pourrais dire que je suis bon à quelque chose. »« Oui, » dit le puiné, « mais l'ambition est trop basse. Qu'est-ce que faire des briques ? Moi, je préfère être maçon. Voilà, du moins, une véritable profession. On devient maître et bourgeois de la ville. On a sa bannière et l'entrée à l'auberge de la corporation. Et je finirai par avoir des compagnons sous mes ordres, et ma femme sera appelée Madame la maîtresse. »« C'est n'être rien du tout, dit le troisième, que d'être maçon.
Tu auras beau devenir maître, tu ne sortiras pas du peuple et du commun. Moi, je connais quelque chose de mieux. Je deviendrai architecte. Je vivrai par l'intelligence, par la pensée. L'art sera mon domaine. Je serai au premier rang dans le royaume de l'esprit. Il est vrai qu'il me faudra commencer péniblement. Je serai d'abord apprenti menuisier. Je porterai la casquette et non le chapeau de soie noire. J'irai quérir de la bière et de l'eau-de-vie pour les compagnons. Ces marauds se permettront de me tutoyer. Ce sera blessant. Mais je m'imaginerai que ce n'est qu'une farce de carnaval, le monde à l'envers. Et le lendemain, c'est-à-dire quand je serai devenu compagnon, je suivrai mon chemin. J'entrerai à l'Académie des Beaux-Arts, j'apprendrai à dessiner. Et me voilà, architecte. Quand on m'écrira, on mettra sur l'adresse Monsieur un tel bien né. Ou peut-être même très bien né. Il n'est pas impossible que l'on ajoute quelque chose à mon nom. Et je construirai aussi bien que les autres ont construit avant moi, et je bâtirai ainsi ma fortune. C'est ce que j'appelle être quelque chose. Ce que tu prends pour quelque chose, répartit le quatrième frère, me paraît bien peu et presque rien. Moi, je ne veux pas suivre le chemin battu par les autres. Je ne veux pas être un copiste. Je serai un génie original et créateur. J'inventerai un nouveau style d'architecture. Je dresserai le plan des édifices selon le climat du pays, les matériaux qu'on y trouve, l'esprit national, le degré de civilisation. À tous les étages qu'on a coutume d'élever, j'ajouterai un dernier étage auquel je donnerai mon nom et qui éternisera ma renommée. Si ton climat et tes matériaux ne valent rien, tu ne feras rien qui vaille, reprit le cinquième. Je vois bien, d'après tout ce que je viens d'entendre, qu'aucun de vous ne sera vraiment quelque chose, quoi que vous vous imaginiez. Pour être quelque chose, il faut se mettre au-dessus de toute chose. Faites à votre guise, travaillez selon vos aptitudes et vos goûts. Moi, je raisonnerai sur ce que vous ferez, je le jugerai et le critiquerai. Il n'est rien dans ce monde qui n'offre un côté imparfait ou défectueux. Je le découvrirai, je le signalerai, et j'en parlerai, comme il faut. C'est en effet ce qu'il fit, et non sans succès. On disait de lui « Ce garçon est une forte tête, un homme entendu et capable, et cependant, il ne produit rien. » C'était justement parce qu'il ne produisait rien qu'on le croyait quelque chose. L'aîné, qui confectionnait des briques, remarqua bientôt que pour chaque brique, il recevait une pièce de monnaie de cuivre. Et quand il y en avait une certaine quantité, cela faisait un écu blanc. Or, quand on arrive avec un écu n'importe où, chez le boulanger, le boucher, etc., la porte s'ouvre toute seule, et vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez. Voilà ce que produisent les briques. Il en est qui se fendent, qui se cassent. Mais de celles-là même, on peut tirer parti. Marguerite, la pauvresse, voulait se bâtir une maisonnette sur la digue qui arrête les flots de la mer. Elle reçut du briquetier les briques manquées et malvenues, auxquelles quelques-unes belles et entières étaient mêlées. Car l'aîné des 5 frères, quoiqu'il ne s'élevât jamais plus haut que la fabrication des briques, avait bon cœur, et il avait recommandé de n'y regarder pas de trop près. La pauvresse construisit elle-même sa maisonnette, qui fut basse et étroite. Cette hutte était du moins un abri. Et quelle vue on y avait! On voyait la mer, immense, dont les vagues venaient se briser avec fracas contre la digue et lancer leur écume salée par-dessus la maisonnette. Depuis longtemps, le brave homme qui en avait confectionné les briques reposait dans le sein de la terre. Le frère Puiné savait certes mieux maçonner que la pauvre Marguerite, car il avait appris comment il faut s'y prendre. Lorsqu'il eut passé son examen pour devenir compagnon, il boucla sa valise et entonna le chant de l'artisan. Pendant que je suis jeune, je veux voyager. Je vais construire des maisons à l'étranger. Je suis jeune, plein de force et de courage. J'irai de ville en ville et verrai du pays. Et quand je reviendrai, j'ai confiance en ma fiancée. Je la retrouverai fidèle. Hurrah! Le brave état que celui d'artisan. Maître, je le deviendrai bientôt. Il lui arriva en effet ce que dit la chanson. À son retour, il fut reçu maître. Il construisit plusieurs maisons, l'une suivant l'autre, et elles formèrent une rue.
qui n'était pas une des moins belles de la ville. Ces maisons finirent par lui en bâtir une à lui-même. Les bonnes gens du quartier te diront « Oui, vraiment, c'est la rue qui lui a construit sa maison. » Ce n'était pas une grande maison, sans doute. Elle était dallée d'argile. Mais lorsqu'on y eut bien dansé à sa noce, l'argile fut aussi polie et luisante qu'un parquet. Les murs étaient revêtus de carreaux de faïence dont chacun portait une fleur, et cela ornait mieux la chambre que la plus riche draperie. C'était en somme une jolie maison et un couple heureux. Au fronton flottait la bannière de la corporation. Compagnons et apprentis, en passant devant, criaient « Hurrah pour notre bon maître !» Oui, il était devenu quelque chose. Le troisième frère, après avoir été apprenti menuisier, après avoir porté la casquette et fait les commissions des compagnons, était entré, comme il l'avait dit, à l'Académie des Beaux-Arts, et avait obtenu le brevet d'architecte. Dès ce moment, quand on lui écrivait, on mettait sur l'adresse « à monsieur le très bien, et très hautement né, etc. » Si la rue que le maçon avait bâtie lui avait rapporté une maison, cette rue reçut le nom du troisième frère, et la plus belle maison de cette rue lui appartint. C'était être quelque chose, à coup sûr, que d'avoir de beaux titres à placer devant, et après son nom. Sa femme était une dame de qualité, ses enfants étaient considérés comme des enfants de la haute classe. Quand il mourut, son nom continua d'être inscrit au coin de la rue, et d'être prononcé par tous. Oui, celui-ci avait été quelque chose. Le quatrième frère, l'homme de génie, qui prétendait créer un style nouveau et original et orner les édifices d'un dernier étage qui devait l'immortaliser, n'atteignit pas tout à fait son but. En faisant construire cet étage de nouvelle forme, il tomba et se rompit le cou. Mais on lui fit un magnifique enterrement avec musique et bannières. Les rues où passa son cercueil furent jonchées de fleurs et de joncs. On prononça sur sa tombe 3 oraisons funèbres, l'une plus longue que l'autre, et la gazette s'encadra de noir ce jour-là. Il eût apprécié hautement ses avantages, s'il avait pu en être témoin, car il aimait par-dessus tout qu'on parlât de lui. Il eut son monument funéraire, et c'était toujours quelque chose. Il était donc mort, et ses 3 frères aînés étaient aussi trépassés. Il ne survivait que le 5e, le grand raisonneur. En ceci, il était dans son rôle, car son affaire à lui était d'avoir toujours le dernier mot. Il s'était acquis, comme nous l'avons dit, la réputation d'un homme entendu et capable, quoiqu'il n'eût fait que gloser sur les ouvrages des autres. « C'est une bonne tête », disait-on communément. Celui-ci était-il devenu quelque chose ? Son heure sonna aussi. Il mourut et arriva à la porte du ciel. Là, on entre toujours 2 à 2. Il avait à côté de lui une autre âme qui demandait aussi à passer la porte. C'était justement Marguerite, la pauvresse de la maison de la digue. « C'est assurément un contraste frappant, » dit le raisonneur, « que moi et cette âme misérable, nous nous présentions ensemble. Qui êtes-vous, brave femme, qui voulez entrer au paradis ?» La bonne vieille pensait que c'était Saint-Pierre qui lui parlait. « Je ne suis qu'une pauvresse, dit-elle, seule et sans famille. C'est moi qu'on nommait la vieille Marguerite de la maison de la digue. » « Qu'avez-vous donc fait de bon et d'utile pendant votre vie sur la terre ?»« Je n'ai rien fait pour mériter qu'on m'ouvre cette porte. Ce sera une bien grande grâce si l'on me permet de me glisser inaperçu dans le paradis. »« Comment avez-vous donc quitté l'autre monde ?» reprit-il, pour causer et se distraire un peu, car il s'ennuyait beaucoup qu'on le fît ainsi attendre. « Comment je suis sorti de l'autre monde ? Je n'en sais trop rien. Pendant mes dernières années, j'ai été malade et bien misérable. Allez. Tout à coup, je me suis traîné hors de mon lit et j'ai été saisi par un froid glacial. C'est ce qui m'aura fait mourir. Votre grandeur se rappelle sans doute combien l'hiver a été rigoureux. Heureusement que je n'ai plus à en souffrir. Pendant quelques jours, il n'y eut pas de vent, mais le froid continuait de plus belle. Aussi loin qu'on pouvait voir, la mer était couverte d'une couche de glace.
Tous les gens de la ville allèrent se promener sur ce miroir uni. Les uns couraient en traîneau, les autres dansaient sous la tente. D'autres se régalaient dans les buvettes qui s'y étaient installées. De ma pauvre chambrette où j'étais clouée, j'entendais les sons de la musique et les cris de joie. Cela dura ainsi jusqu'au soir. La lune s'était levée, elle était belle, pourtant elle n'avait point tout son éclat. De mon lit, je regardais par-dessus la mer immense. Tout à coup, là où elle touchait le ciel, surgit un nuage blanc, d'un aspect singulier. Je le considérai avec attention et j'y aperçus un point noir qui grandit de plus en plus. Je sus alors ce que cela annonçait. Je suis vieille et j'ai de l'expérience. Bien qu'on voie rarement ce signe de malheur, je le connaissais, et le frisson me prit. 2 fois déjà dans ma vie je l'avais vu. Je savais que ce nuage amènerait une tempête épouvantable et une haute marée, qui engloutirait tous ces pauvres gens ne pensant qu'à se divertir, chantant et buvant, et pleins d'allégresse, jeunes et vieux. Toute la ville était là, sur la glace. Qui les avertirait? Quelqu'un remarquerait-il comme moi l'affreux nuage, et comprendrait-il ce qu'il présageait? Je me demandais cela avec angoisse, et je me sentis plus de vie et de force que je n'en avais eu depuis bien longtemps. Je parvins à sortir de mon lit et à gagner la fenêtre. Je ne pus me traîner plus loin. Je réussis cependant à ouvrir la fenêtre. Je vis tout ce monde courir et sauter sur la glace. Que de beaux drapeaux il y avait là, qui voltigeaient au souffle du vent. Les jeunes garçons criaient « Hurrah !» Servantes et domestiques dansaient en rond et chantaient. Ils s'amusaient de tout cœur. Mais le nuage blanc avec le point noir. Je criais tant que je pus. Personne ne m'entendit. J'étais trop loin d'eux. Bientôt, la tourmente allait éclater. La glace soulevée par la mer se briserait et tous seraient perdus. Personne ne pourrait les secourir. Je criai encore de toutes mes forces. Ma voix ne fut pas plus entendue que la première fois. Impossible d'aller à eux. Comment donc les ramener à terre? Le bon Dieu m'inspira alors l'idée de mettre le feu à mon lit et d'incendier ma maison, plutôt que de laisser périr misérablement tous ces pauvres gens. J'exécutai aussitôt ce dessein. Les flammes rouges commencèrent à s'élever. C'était comme un phare que je leur allumais. Je franchis la porte, mais je restai là, par terre. Mes forces étaient épuisées. Le feu sortait par le toit, par les fenêtres, par la porte. Des langues de flammes venaient jusqu'à moi, comme pour me lécher. La population qui était sur la glace aperçut la clarté. Tous accoururent pour sauver une pauvre créature qui, pensait-il, allait être brûlée vivante. Il n'y en eut pas un qui ne se précipita vers la digue. Puis la marée monta, souleva la glace et la brisa en 1000 morceaux. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était accouru vers la digue. Je les avais tous sauvés. La frayeur, l'effort que j'ai dû faire, le froid glacial qui me saisit, achevèrent ma triste existence. Et c'est ainsi que me voilà arrivé à la porte du ciel. La porte du paradis s'ouvrit, et un ange y introduisit la pauvre vieille. Elle laissa tomber un brin de paille, un de ceux qui étaient dans son lit lorsqu'elle y mit le feu. Cette paille se changea en or pur, grandit en un moment, poussa des branches, des feuilles et des fleurs, et fut comme un arbre d'or splendide. « Tu vois, dit l'ange au raisonneur, ce que la pauvresse a apporté. Et toi, qu'apportes-tu? Rien, je le sais. Tu n'as rien produit en toute ta vie. Tu n'as pas même façonné une brique. Si encore tu pouvais retourner sur terre pour en confectionner une seule, elle serait sûrement mal faite, mais ce serait du moins une preuve de bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est quelque chose. » Alors, la vieille petite mère de la maison de la digue. « Je le reconnais, dit-elle. C'est son frère qui m'a donné les briques et les débris de briques avec lesquels j'ai bâti ma maisonnette. Quel bienfait ce fut pour moi, la pauvresse. Est-ce que tous ces morceaux de briques ne pourraient pas tenir lieu de la brique qu'il aurait à fournir? Ce serait un acte de grâce. Tu le vois, reprit l'ange, le plus humble de tes frères, celui que tu estimais moins encore que les autres, et dont l'honnête métier te paraissait si méprisable, c'est lui qui pourra te faire entrer en paradis. Toutefois,
Tu n'entreras pas avant que tu aies quelque chose à faire valoir pour suppléer à ta réelle indigence. Tout ce qu'il dit là, pensa en lui-même le raisonneur, aurait pu être exprimé avec plus d'éloquence. Mais il garda sa remarque pour lui seul. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Vous m'excuserez, vous avez peut-être senti sur le tout dernier conte, je me suis payé une bonne quinte de tout et j'aurais dû boire un coup en fait. J'ai tardé et du coup, gorge sèche, grosse quinte de tout et je me suis un peu pété la voix derrière. Donc je suis désolée, j'ai un mini rhume aussi, c'est pas gravissime. Nous avons donc lu quatre contes de Andersen qui sont... Alors, La plume et l'encrier, il me semble qu'on avait déjà lu un truc comme ça dans le premier volume des Contes merveilleux, où il y avait eu peut-être un, deux ou trois contes avec des objets. Donc je me souviens plus exactement. Je trouve ça plutôt sympa, ça change un petit peu de l'ordinaire. Après, c'est pas forcément mes préférés. Mais là, je trouvais intéressant le fait justement que les outils se réclament de l'art. Et quelque part aussi, l'artiste sans ses outils, il peut pas exprimer son art. Donc, je vais pas pouvoir dire beaucoup plus parce que c'était quelque chose d'assez court. C'était quelque chose d'assez court et j'ai pas forcément... Ouais, je trouvais ça sympa, mais sans plus. On a lu ensuite La princesse au petit pois que je connaissais déjà. Alors, j'avais pas souvenir par contre que le conte était si rapide. Je suis pas très fan perso parce que ça me fait vraiment penser au fait que les riches ils ont la peau délicate. En gros, ça aurait été une paysanne, elle aurait pu dormir sur un sac de cailloux pareil. Je suis pas très fan de ça. Parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Comme si être de la haute société, c'était vraiment être délicat par rapport aux autres. Je suis pas, je suis pas très fan. Par contre, La princesse et le porcher, le troisième conte qui était un petit peu long, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé d'autant plus intéressant que je pensais qu'ils allaient finir ensemble. Et je trouve ça intéressant que justement ils disent bon, je suis un prince d'un royaume, mais je suis pauvre, mais je veux une princesse. Tout à fait légitime pour avoir une princesse. Que la princesse qu'il convoite en fait convoite plus au final les cadeaux les plus merveilleux qu'il puisse lui faire, sans qu'elle sache évidemment que c'est le prince qui est déguisé en porcher. Je trouvais ça intéressant aussi justement qu'on ait un prince qui se déguise en porcher et qui travaille. Ça dit bien qu'il est pauvre, ça parle un petit peu de la valeur du travail. C'est une valeur qui est intéressante, la valeur du travail, et qui est très valorisée de nos jours. Ça fait beaucoup de valeur dans la phrase, mais c'est vrai que le travail est très valorisé de nos jours, aujourd'hui. On a peut-être une petite tendance à penser que les gens qui bossent pas pour X ou Y raison sont des feignants, etc. Chose que je ne partage absolument pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant que c'est un vrai prince. Il a un nom qui est important. Il n'est pas forcément riche. Et par contre, il met la main à la pâte s'il en a besoin. Et il sait créer des choses qui sont merveilleuses. Donc peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de magie là-dessous? Parce que quand même, une rose qui fleurit tous les 5 ans, enfin un rosier qui fleurit tous les 5 ans d'une seule rose, un rossignol qui connaît tous les champs de la terre, une marmite où on peut savoir tout ce qui se fait partout. Et je me souviens plus du dernier objet. Mais on est vraiment sur les objets magiques de contes, ce que je trouve intéressant. Et je trouve d'autant plus intéressant qu'ils lui remettent un petit peu dans la tête, au final, à la fin, à la princesse, que, écoute, t'es bien mignonne, mais t'as accepté d'embrasser un porcher, c'était moi. Moi, je suis un prince, au final, je veux pas de toi.
Après, moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient finir ensemble. Et je comprends, vu le contexte de l'époque, 19e, tout ça, que l'empereur les ait foutus dehors. J'aime bien l'idée aussi des royaumes ou des empires qui ferment à clé. Genre, il y a un portail tout autour. Enfin, il y a un grillage, il y a un portail qui ferme à clé. Comme ça, on ferme les royaumes. C'est assez rigolo. Et je comprends que l'empereur les ait foutus dehors parce qu'ils se sont embrassés. Mais 10 baisers puis 100 baisers, c'est quoi? C'est un smack, enfin c'est un bisou sur la joue, c'est plein de bisous sur le visage, c'est des grosses pelles, c'est quoi? Parce que 10 baisers, pourquoi pas, mais 100 ça fait beaucoup. Euh, donc je comprends que l'empereur les ait virés parce qu'ils n'avaient pas à faire ça. Puis qu'elle, peut-être, elle s'est peut-être un petit peu elle a mis en balance en fait sa vertu, donc c'est pas bien. Et au final c'est tristou parce que la pauvre princesse qui était habituée à être servie, etc., elle se retrouve dehors, en dehors en dehors de l'endroit où elle vivait depuis toujours, sans famille, sans ses suivantes. Je sais pas ce qui va lui arriver. Par contre, bon, j'ai trouvé ça intéressant que le couple ne finisse pas ensemble. Et on finit sur quelque chose. Alors là, quelque chose, j'ai aussi la sensation de l'avoir déjà lu. Je me demande si c'est pas dans Les Mille et une Nuits, où il y avait une histoire de... ça ressemblait un peu à ça. On avait une histoire d'héritage et ça me faisait penser à ça. Trois ou quatre frères qui rivalisaient en fait à la course. Il y avait un qui rasait un lièvre qui courait, un qui allait aussi vite que la flèche qu'il lançait, des trucs comme ça. Il y avait une histoire avec des moulins à vent, je crois. Et, et au final, c'est celui qui faisait les choses les plus extraordinaires qui héritait de la maison. Et il me semble... Oh, j'ai un doute. Peut-être pas les mille et une nuits. Alors, est-ce que c'était pas du Perrault? Donc c'est peut-être un conte qui a voyagé un petit peu. C'est empreint de christianisme, c'est normal. Bon, c'est vrai que ça a une petite tendance à me faire lever les yeux au ciel. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que quelque part, ça valorise le fait de fabriquer quelque chose de ses mains. Ça dévalorise quelque part aussi les professions intellectuelles. Profession intellectuelle que Hans Christian Andersen exerçait. Et c'est un peu en train de dire aussi peut-être que... Alors je sais pas si les frères du beau parleur sont morts avant parce qu'ils étaient plus âgés ou parce qu'ils exerçaient des métiers qui étaient peut-être plus physiques, quoique l'architecte. Ce qui faisait qu'ils ont moins tenu, je sais pas. Mais l'histoire de la pauvresse, je l'ai trouvée très mignonne. C'est une Madame Pompière. Enfin, elle est... Heureusement qu'on lui ouvre les portes du paradis quand même. La pauvre. Ouais, j'ai bien aimé. Quelque chose était sympa. Ça me faisait penser quand même à des trucs des mille et une nuits, un petit peu cette philosophie. Donc voilà. Je vais pas m'étendre trop longtemps. La semaine prochaine, on va voir uniquement La Reine des Neiges parce que c'est un conte qui se déroule en 7 histoires. Le conte me paraît assez long, mais par contre, il y a surtout pas mal d'illustrations dans mon bouquin, ce qui fait que ça va être assez rapide. Je l'ai déjà écouté et La Reine des Neiges, c'est un truc que j'aime bien. Je sais plus exactement de quoi ça cause. On est un peu sur le côté monstresse, hein, mais on verra. Femelle de monstre. Donc voilà, je m'arrête là. À demain pour ceux qui vont écouter les Hauts du Hurlevent. À mercredi pour ceux qui vont écouter la prochaine vidéo, que je sais pas encore ce que ça va être, on verra. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Là, j'ai l'impression que au niveau du temps, ça commence à faire un peu plus beau, ça s'adoucit. Je vous souhaite un très bon week-end. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!